Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. La situation dans la zone de Kidal reste préoccupante même après le retrait effectif de la plateforme d'Anefis à Kidal. La tension est palpable selon certains habitants. L'aménagement s'inquiète. Elle parle du mouvement de combattants de la plateforme et de la coordination des mouvements de l'Azawad. Et pendant ce temps, la mise en œuvre de l'accord de paix attend. Les travaux du comité de suivi semblent eux aussi traîner. Pourtant, toutes les parties parlent de leur attachement à l'accord de paix. Que se passe-t-il donc? N'est-on pas confronté à un problème de confiance, un problème de manque de confiance? Alors, si c'est le cas, alors que devrait-on faire pour instaurer au plus vite cette confiance? S'agissant du retrait de la plateforme, constitue-t-elle tout de même un pas vers l'application de l'accord de la paix? Y a-t-il des risques de retardement du processus de paix avec les nouvelles tensions qui se signalent ça et là? Comme on le voit bien, l'évolution de la situation dans la région de Kidal suscite beaucoup d'interrogations que nous avons voulu partager avec 4 invités. Ibrahim Achanga, qui est conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale. Bonsoir. Amberi Agrissa de la coordination des mouvements de l'Azawad sera au téléphone. Nous avons dans ce studio Firoun Maïga, il est de la plateforme. Bonsoir. Bonsoir. Et André Bourgeot, qui est directeur de recherche à l'Université de Paris, il est spécialiste du Sahel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission que vous présente Seydou Famba. Alors, la situation à Anefis et aux alentours après le retrait de la plateforme, c'est de cela que nous allons parler. Premier volet de ce débat, l'effectivité du retrait de la plateforme. Le problème a fait couler beaucoup d'encre. La question du retrait de la plateforme est-il véritablement réglé à ce jour? Je pose la question en premier lieu à Ibrahim Achanga, conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale. Alors, en tant qu'autorité, c'est des gens qui suivent bien l'évolution de la situation. Bonsoir mesdames et messieurs. Et l'évolution de la situation au niveau de l'ANEFIS, je pense que vraiment, pour le moment, nous pensons que c'est rentré dans l'ordre. Et les éléments de la plateforme ont quitté comme ils l'ont dit. Ils ont tenu promesse. Et aujourd'hui, les forces de l'aménagement sont à ce niveau. Et je pense que dans les tout prochains jours, la situation va être réglée dans la voie normale. Et nous pensons en tout cas que ça ne va pas encore poser d'autres problèmes et que ça ne va pas encore bloquer le déroulement de la mise en œuvre de l'accord. Alors, Firoun Maïga, vous êtes donc de la plateforme. Peut-on dire qu'à cette date, tout est rentré dans l'ordre à Anefis? Oui, bonjour chers auditeurs. Moi je pense que Ibrahim vient de le dire. Nous avons promis de quitter Anefis. C'était une demande du président de la République. Nous avons obéi en tant que républicains à une disposition républicaine. C'est le chef suprême. Il nous a demandé et nous sommes exécutés. Et nous l'avons fait dans les meilleures conditions pour éviter qu'après nous, il y ait d'autres interprétations. Mais aujourd'hui, tout se passe bien de notre côté parce que nous sommes sortis, mais nous observons, nous regardons et ceux qui sont passés après nous. Mais pour nous, notre souhait, la plus grande garantie, c'est la présence de l'État malien sur le territoire. Parce que ces populations réclament leur État. Alors, nous avons en ligne Amberi Agrissa, il est de la coordination des mouvements de l'Azawad. Dites-nous, Amberi Agrissa, vous réjouissez du retrait de la plateforme d'Anefis? Alors, nous allons pouvoir les rejoindre certainement au bout de quelques minutes. De l'autre côté, à Paris, nous avons André Bourgeot, directeur de recherche à l'Université de Paris. Monsieur Bourgeot, vous nous entendez, j'espère bien? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir aux auditeurs et bonsoir aux intervenants qui sont sur votre plateau. Une petite précision, je ne suis pas directeur de recherche à l'IRD, mais au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique.
Tout à fait, une restitution que nous allons donc prendre en compte. Alors, dites-nous, Monsieur Bourgeot, vous suivez l'actualité en tant que spécialiste au Sahel. La situation à Nefis, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, à ce jour, on dit que la plateforme s'est retirée d'Anefis. Cela vous a-t-il surpris? À l'entendu de la déclaration que vient de faire le représentant de la plateforme, il semblerait, c'est un conditionnel, mais ça confirme un peu ce que je lis ici à partir de Paris, qu'effectivement la plateforme a exécuté les ordres émanant de la MINUSMA et corroborés par les autorités politiques maliennes. Ce qui est une bonne chose, mais il semblerait aussi que le retrait se soit fait d'une manière assez lente. Donc ça veut bien dire aussi qu'il y a quelques petites réticences. Mais le retrait d'Anefis est important, mais je crois qu'on ne peut pas non plus le déconnecter de l'ambiance qui prévaut actuellement dans l'ensemble du septentrion malien et de la nouvelle attitude de la coordination des mouvements de la ZAWAD. J'ai lu, sous réserve de vérification, que la CEMA a créé une sorte de péage dans la région des Zouérats, d'une part, et que d'autre part, elle a instauré des bases dans la région de Tombouctou. De mon point de vue, je peux me tromper, mais de mon point de vue, il s'agit là quand même d'une violation des accords d'Alger. Donc ça repose le problème des conditions d'application de ces accords d'Alger. J'observe aussi qu'il y a deux cas de mesure. Quand le GATIA intervient sur Menaka et que le rapport de force militaire est surtout au profit du GATIA et au détriment du MNLA, le GATIA a un soutien populaire de la part des populations de Menaka, et la réaction de la MINUSMA, c'est non, ça suffit, il faut revenir aux positions antérieures. On demande donc au GATIA de quitter Menaka. La même chose s'est passée avec Anefis. Alors, on s'interroge quand même sur les conditions de neutralité de la MINUSMA et sur les conditions d'application de cette feuille de route. Il y a quand même quelque chose qui va dans le sens d'une sorte de parti pris. Et ce parti pris n'augure pas de bonnes choses pour l'application, encore une fois, de ces accords dits accords de paix d'Alger. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, voyons ce qui va se passer. Ensuite, et je vais terminer sur ce point, j'ai lu récemment que le président de la plateforme, à propos justement du calendrier électoral sur les élections communales et les élections régionales, se montrait extrêmement réticent et que peut-être il y aurait un renversement d'alliance qui ferait en sorte que pour des raisons probablement différentes, il serait d'accord avec la CMA pour dire, bon, dans les conditions actuelles, on ne peut pas tenir des élections municipales et régionales. Alors, si le temps nous le permet, nous allons donc revenir sur ces différents aspects que vous venez d'évoquer. Nous avons en ligne donc Amberi Agrissa, il est de la CMA. Dites-nous, monsieur Amberi Agrissa, vous réjouissez du fait que la plateforme s'est retirée d'Anefis? Je ne vous entends pas très bien. Alors, la question est la suivante. Anefis, ça fait couler beaucoup d'encre. On a insisté que la plateforme se retire de cette localité, bien du côté des autorités maliennes que de la communauté internationale et de votre côté également. Alors, à présent, le retrait est effectif. C'est une bonne nouvelle pour vous, non? À présent? Vous dites à présent? Oui, je dis que à présent, la plateforme s'est retirée d'Anefis. C'était une exigence de la CMA. Alors, vous vous réjouissez de ces faits, non? Oui, on se réjouit de ce retrait parce que c'est une façon de remettre les choses en leur état normal. Et le état normal ne sont pas encore parce que la CMA n'y est pas encore. Alors, nous allons revenir dans ce studio. On parle donc des retraits, mais est-ce que ce retrait n'a pas été effectué sous pression? Je pose la question à vous, monsieur Ibrahim Achanga. Bon, non, c'est dans le cadre de la collaboration. Et jusqu'à présent, pour nous, il faut respecter les différents accords. Et on a dit il faut respecter les positions avant telle date, au moment de la signature de l'accord.
c'est notre objectif en tant que gouvernement, c'est de respecter les positions au moment de la signature de l'accord. C'est ce qui a été demandé et c'est ce qui a été fait. Maintenant, tout le territoire, ce qui est sûr, l'armée malienne doit se redéployer sur l'ensemble du territoire malien. Maintenant, il y a les modalités d'application qui sont à venir et pour lesquelles nous sommes en train aujourd'hui de mettre tout en œuvre pour que ceci soit Est-ce que tout le monde partage cette façon de voir les choses? Tout le monde partage cette façon de voir les choses. Seulement que aujourd'hui, c'est sa mise en œuvre qui pose des petits problèmes qu'on est en train de régler. C'est-à-dire qu'il faut aller au cantonnement, il faut aller au désarmement, il faut aller à l'intégration. Et c'est les modalités, ce sont ces modalités-là qu'on est en train de voir avec la communauté internationale, comment les rendre effectifs. Je crois que, il a été dit dans l'accord que de façon progressive, l'armée malienne va occuper l'ensemble du territoire. Et comme le président de la République l'a dit, il n'y a qu'une seule armée, l'armée républicaine, qui doit occuper l'ensemble du territoire pour sécuriser l'ensemble de la population malienne. Firoun Maïga. Oui, merci beaucoup. Pression, oui, la plateforme a eu assez de pression, il faut se le dire. Nous avons eu tellement de pression que finalement on s'est posé la question. À l'époque, si c'était la SEMA, qu'est-ce qui allait être fait? J'entends le professeur Amberi que je salue et je sais que tous les honneurs que la SEMA a pu avoir depuis Ouaga jusqu'à aujourd'hui, il continue encore à avoir. Je me félicite parce qu'on se retrouve entre nous Maliens et puis bon, aujourd'hui nous discutons à bâton rompu de nos problèmes et qu'on doit résoudre dans le cadre de l'unité nationale, comme il l'a dit. Pression, oui, on a eu la pression. Nous n'avons pas cédé à la première pression et la seule qui nous a fait flancher, c'est la décision du président de la République. Et ça, nous l'avons exécuté en tant que républicains. Mais pression, oui, et nous osons croire que ce genre de pression, comme on l'a dit, qu'on le fasse sur la SEMA et qu'on voit est-ce que la SEMA va abdiguer. Moi, je sais que des pressions vont se faire bientôt parce qu'il y aura, on sent. Mais c'est autour de la SEMA de voir aussi si on va dans la bonne école, dans la même direction, il n'y a pas de problème. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait des pressions. Alors, nous allons du côté de Paris. André Bourgeot, Ibrahim Achanga, le conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale, le disait tout à l'heure, on envisage donc le redéploiement de l'armée malienne à Anefis. Selon vous, c'est quand même une bonne nouvelle, non? À partir du moment où effectivement une armée républicaine tente à occuper l'ensemble du territoire national, oui, c'est une bonne chose, mais c'était à l'ordre du jour depuis déjà pas mal de temps, et donc oui, c'est une bonne chose. Mais je voudrais revenir sur cette situation à Néfis. Je suis toujours extrêmement surpris du fait qu'on ne fait jamais, qu'on n'a jamais recours aux populations concernées. J'observe, mais je peux me tromper, il se peut aussi que les informations que j'ai ne soient pas bonnes, mais j'observe que Ménaka, la population était extrêmement favorable au Gatia, et au détriment de la SEMA, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient victimes d'exactions. À Néfis, la population est partagée, une partie non négligeable de la population d'Anéfis demande au Gatia de rester, mais pour des raisons que vient d'expliquer M. Firoun Maïga, finalement la décision a été prise de quitter Anéfis sous les pressions qui ont été faites, mais à chaque fois, on élimine le point de vue de la population. Or, il me semble-t-il, le cahier des charges, la feuille de route de la MINUSMA est justement de protéger les populations. Or, à chaque fois, je ne vois pas de mesures prises pour la protection des populations. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette notion d'antériorité qui me chagrine un petit peu. Parce que lorsque la MINUSMA a pris la décision de demander à Anéfis, corroborant la demande de la Sénat de quitter Anéfis, c'était au nom de la notion d'antériorité de l'occupation de la ville. J'observe encore que l'occupation, la création de base de la SEMA dans la région de Tombouctou, la MINUSMA n'a pas donné de communiqué. Or, est-ce que ces bases-là existaient avant la signature des accords du 20 juin? Sans doute. Donc pourquoi deux poids, deux mesures? Je peux bien comprendre que la stratégie de la SEMA est d'occuper le maximum de terrain
dans une perspective, dans une stratégie de cantonnement, parce qu'après, ils vont pouvoir se prévaloir de bases occupées, de zones occupées pour pouvoir négocier le cantonnement et le désarmement. Donc il y a quand même un déséquilibre qui est extrêmement dangereux pour le pays. Enfin, j'en aurais terminé là, je ne comprends pas très bien la stratégie politique du gouvernement malien dans ce contexte-là. Alors, nous allons vous retrouver après la pause. Nous allons donc observer notre toute première pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Amberi Agrissa de la CMA est en ligne. Alors, Amberi Agrissa, vous avez donc suivi tout de suite l'intervention du professeur Bourgeot. Il parle de 2 poids, 2 mesures. Chaque fois qu'il y a un problème qui se pose entre les groupes armés, il paraît qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Quelle appréciation faites-vous de ces propos? Moi, je voudrais d'abord dire que on ne discute pas à bâton rompu. Bâton rompu, ça veut dire qu'on parle de tout et de rien. On discute sur un sujet que vous avez vous-même choisi pour nous faire parler là-dessus. Excusez, mais c'est peut-être une façon de vous parler de l'atmosphère, c'est-à-dire échanger de la façon la plus simple entre des gens qui se connaissent. Voilà. C'était ça l'esprit, je crois bien. Alors, ensuite, on parle de... J'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais pas si c'est M. Méga qui dit que c'est sous la pression qu'ils ont quitté Anefis, la plateforme a quitté Anefis. On n'aurait même pas dit avoir d'exercer une pression sur la plateforme parce qu'elle n'aurait jamais dit quitter Anefis. Tous les accords qui ont été signés indiquent qu'aucune partie ne doit chercher à occuper de nouvelles positions. Ça, c'est clair. Et ça doit rester clair, à mon avis. Ça ne veut pas dire que je ne me réjouis pas du fait que la plateforme est quittée et évacuée à Anefis. C'est sous plusieurs pressions, nous savons exactement d'où elles viennent. Elles ont commencé par celle du président de la République, et ensuite il y a eu d'autres. Ça, c'est un point. Ensuite, quelqu'un parle du redéploiement de l'armée malienne. Dans l'accord, on parle du redéploiement progressif de l'armée malienne reconstituée. Ça, c'est clair. Elle n'a pas été encore reconstituée. On n'a même pas commencé à appliquer l'accord d'Alger. Et la plateforme se précipite pour occuper Anefis. Et la plateforme, si la plateforme inclut une partie de l'armée malienne, la plateforme n'est pas entièrement armée malienne. Hein. Nous savons ce qu'elle est. Nous savons comment elle est composée. Alors, l'armée républicaine, ça c'est bien, mais il faut qu'on ait une armée républicaine. Le Mali n'en a jamais eu. Nous en savons quelque chose parce que nous sommes restés sous la férule de l'armée de 1963 jusqu'à tout dernièrement. Nous savons ce qu'elle nous a fait vivre ici. Et nous serons heureux si demain il y a une armée. Non, vous avez l'habitude de m'interrompre. Si vous m'interrompez, alors je vais interrompre moi-même. Si demain nous avons une armée républicaine reconstituée, alors, mais c'est prévu dans l'accord, mais le redéploiement est progressif, mais pas la façon cavalière de venir occuper Anefis l'autre jour par une plateforme composée comme on le fait. Alors, Amberi Agrissa, écoutez bien, on a compris ce que vous venez de dire, mais vous avez parlé, à mon avis, quand même du retour de la CMA donc à Anefis. Est-ce que cela est confirmé? Moi, je ne vous ai pas dit que la CMA est retournée à Anefis. Non, pas retournée, mais est-ce que c'est envisagé? La CMA doit retourner à Anefis, c'est normal. Ça, c'est simplement remettre les choses en l'état normal. Oui, c'est votre avis personnel ou c'est de cela que tout le monde... Est-ce que vous êtes mis d'accord avec les autres partis à ce sujet? C'est mon avis personnel, c'est l'avis de la logique, la plus élémentaire.
Alors, c'est la logique selon vous. Une question quand même avant de revenir dans ce studio. On parle de péage imposé quelque part là-bas quand même par la CMA. Est-ce que vous ne pensez pas que cela constitue une violation, Amberi Aguirissa? Une violation de quoi? De tout ce que vous-même vous êtes en train de dire ici, une violation par rapport à ce qui est dit dans l'accord, une violation par rapport à tout ce qui est entrepris dans le cadre du processus de paix. Le cadre du processus, l'accord ne parle pas du droit de péage. Il n'en parle nulle part. Oui. Donc si vous l'avez lu vous-même. Oui, mais est-ce que vous donnez ces droits à quel titre? Est-ce que nous avons le droit de... Cette histoire de péage-là, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment légal? C'est normal, à votre avis? La légalité, on est en train de la reconstituer, s'il vous plaît, avec la mise à l'œuvre de l'accord. Nous sommes dans une période transitoire, intérimaire, au cours de laquelle tout doit être remis dans l'ordre. Parler de légalité. Il n'est pas légal aussi d'assassiner les gens. Il n'est pas légal de faire marcher des candidats à l'immigration venus du Ghana, venus du Libéria, venus de la Sierra Leone l'autre jour à Annecy pour dire que c'est la population d'Annecy. Ça, c'est légal? Alors, c'est là légal ou pas, mais est-ce que vous êtes d'accord que le péage là aussi est légal? Est-ce qu'on doit faire quelque chose qui n'est pas légal parce que vous pensez que quelqu'un d'autre a fait quelque chose d'illégal? Moi, je n'ai pas vu de péage payé. Vous insistez sur le péage, vous accrochez à ça. Je n'ai pas assisté à des péages payés. Je ne suis pas témoin d'un péage payé. Je ne confirme pas. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est légal ou c'est illégal. Alors, votre réponse est bien comprise. On va retourner dans ce studio. Je crois qu'il y a Ibrahim Achanga qui veut réagir. Hein? Non, mais bon, ma réaction tout simplement, c'est que regardons dans la même direction. Aujourd'hui, que ce soit les groupes armés, l'État, la communauté internationale, on devrait tous se donner la main pour que rapidement nous puissions aller vers vraiment une situation de climat apaisé, de nous permettre de pouvoir avancer. Nous avons trop tardé. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation, surtout la situation dans la région de Kidal, nous interpelle tous. C'est là pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on a vu ce qui se passe au niveau des écoles. On a vu ce qui se passe au niveau de tout récemment. Il y a une crise sanitaire qui est en train de naître à Kidal. Il faut qu'on puisse faire face à tous ces aspects. Aujourd'hui, pas d'électricité à Kidal. Heureusement, l'État, avec la communauté nationale, on est en train de prendre des dispositions dans ce sens. Nous avons un vaste programme de réhabilitation de ces régions, pas seulement Kidal, mais Gao, Tombouctou, le nord de la région de Mopti, le nord de la région de Ségou. Ce qu'on a appelé le programme d'urgence et de réhabilitation de ces régions-là, qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre à cause de cette insécurité due au fait que chacun est en train de tirer une ficelle de son côté et cela n'est pas bon. Nous devrons tous regarder dans la même direction en tant que Maliens, en tant que citoyens, pour voir vraiment comment on doit faire face au bien-être de ces populations-là. Le reste, vraiment, on laisse ça tomber. Maintenant, nous allons nous tourner du côté de Firoun Maïga, la plateforme. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai entendu des questions, mais moi, je dis, c'est pour cela que je dis, nous discutons entre nous, à bâton rompu. On est entre Maliens. Que le professeur le dise oui ou non, il est malien. De toutes les façons, il est de l'ancienne génération. Aujourd'hui, sa vision du Mali d'antan, comme il l'a dit, 1963 jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui peut poser les actes pour dire ce qui s'est passé, autre chose. Il y a des générations à Kidal aujourd'hui qui ignorent ce qui s'est passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand l'accord a été signé, on s'est dit, un accord est signé, on l'a accepté, on a tourné la page de cet accord, de tout ce qui a pu se faire. Maintenant, il y a quelque chose comme il vient de dire. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un engagement politique de l'État malien à vouloir conforter toutes les parties signataires
sur sa bonne volonté d'aller de l'avant. Je suis d'accord, je partage ce point avec lui. Et ça, l'accord le précise clairement. Dans la période intérimaire que vient de dire le professeur, il y a des dispositions légales que le gouvernement se devrait dans les 3 mois, comme on le dit, et c'est ce qui fait confusion actuellement, qui n'est pas synonyme de tout ce qu'on est en train de faire. C'est l'accord, il faut le lire clairement, des dispositions légales qui doivent être prises pour que la confiance renaisse et pour que, effectivement, l'activité puisse redémarrer. Je me réjouis de ce qu'a dit Ibrahim tout de suite, parce que Kidal a besoin d'assistance. Kidal a besoin d'un certain nombre d'infrastructures aujourd'hui. Maintenant, ce que je veux juste dire, la CEMA, elle est aujourd'hui, je peux dire, c'est l'enfant gâté de la structure. Excusez-moi du mot, mais je le dis. Aujourd'hui, la CEMA, quand elle dit quelque chose, tout le monde court derrière, y compris maintenant le gouvernement malien. C'est que le professeur est en train de dire, je suis en train de dire, nous sommes, c'est vrai, nous nous sentons totalement marginalisés parce que quand il s'agit de la CEMA, personne ne lève le petit doigt. La CEMA est comme l'antichambre de la MINUSMA. Quand la CEMA décide de quelque chose, c'est la MINUSMA qui bouge. Et par contre, c'est le gouvernement aussi qui regarde et qui dit oui. Et nous, la plateforme, nous sommes. Donc je dis, c'est à eux de se dire, nous avons signé l'accord, on doit aller de l'avant, on doit créer les meilleures conditions de confiance. Les exactions, les payages, tous les jours, même hier à 18h, ça s'en est passé dans la région de Tombouctou. Il y en a tellement. Mais nous, on ne crie pas sur ça parce qu'on se dit, il faut avancer. Mais il faut qu'il y ait une responsabilité engagée de l'ensemble des partis, y compris la CEMA, de se dire, aujourd'hui, on est dans le Mali. Aujourd'hui, on est dans le Mali. Il faut qu'on aille de l'avant. On refuse aux populations de s'exprimer dans certaines régions. On sait pourquoi, y compris la CEMA et les autres. Parce que ce que les gens veulent dire, on en a marre. On est fatigué. On a besoin de rester tranquille. On a besoin d'aller au développement. Nous avons besoin de notre État. Et ça, c'est clair. Il faut que la CEMA accepte cette chanson. Il faut que la plateforme l'accepte. Et il faut que le gouvernement crée les meilleures conditions de confiance pour qu'on aille de l'avant. Ça, c'est ce que le professeur doit dire, et ça, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Mais pour tout le reste, je pense que vous voyez vous-même. Alors, aller de l'avant. Alors, André Bourgeot à Paris, dites-nous, après ce qui s'est passé à Anefis, qu'est-ce qu'il convient de faire pour que ce genre de situation n'arrive plus, ce genre de situation qui peut donc remettre en retard l'évolution des choses? Bon, par-delà les déclarations d'intention et la nécessité de restaurer un climat apaisé, ce climat apaisé ne peut se faire qu'à partir du moment où les conditions d'application des accords de paix, dits accords d'Alger, se font d'une manière juste et équitable. Or, ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, puisque la communauté internationale représentée par la MINUSMA, mais aussi par l'opération militaire française Barkhane, prend des positions qui ne vont justement pas dans le sens de l'équité et de la justice. Et donc on peut parfaitement comprendre qu'il y a un mécontentement profond qui commence à s'exprimer parce que les accords, les conditions d'application des accords sont violées, et dans le sens du fait qu'il y a des partis pris dont il appartient maintenant aux autorités politiques maliennes, à la communauté internationale, de retourner à une application juste et équitable du contenu des accords. Sinon, ça ne peut pas aller dans le sens de l'apaisement du moins sans fond. Et puis, enfin, je ne sais pas où en est les réunions du comité de suivi des accords. Je crois savoir que c'est un petit peu le stand-by, ça ne se réunit pas. Et puis, on va passer une phase supérieure qui est celle du contrôlement, alors qu'on ne sait pas non plus qui siège au sein du comité de suivi. Vous voyez, ça fait un peu beaucoup de... Et dans cette situation de confusion, voire chacun, effectivement, tente à placer ses billes, mais ça ne peut pas être autrement, puisque, encore une fois, ces institutions, ces organismes qui sont chargés, qui ont des feuilles de route bien précises, ils ne les respectent pas. Donc, dans ces conditions, ça ne peut que créer des compétitions pour le leadership, pour essayer de se positionner avant le cantonnement, pour essayer de modifier des rapports de force politiques et militaires. Alors, pour en revenir à Anefis, il y a eu quand même quelque chose qui m'a un peu dérangé. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, une grande partie de la population qui, pour des raisons de sécurité, demandait à ce que le GAPIA, enfin plus précisément la plateforme
puisque je crois qu'il ne faut pas parler simplement du GACA, il y a aussi le MAA, le loyaliste au sein de la plateforme qui représente un petit peu la branche militaire de la plateforme. Il y a eu ce type de position. Et encore une fois, si les autorités politiques maliennes, si la communauté internationale ne s'appuie pas sur les revendications des populations, je crois que ça pourra difficilement avancer. Alors, nous allons observer la seconde pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous allons à présent aborder les seconds volets de ce débat, les raisons de la tension à Kidal. On le dit, il y a la tension des habitants, ont même des craintes. Alors, on dit qu'après Anefis, il y a de nouvelles inquiétudes signalées ça et là, notamment par l'aménagement. Alors, ces inquiétudes sont-elles fondées? Et je pose la question à Amberi Agrissa de la CMA au téléphone. Votre question. Je dis que oui, je dis il y a eu le retrait de la plateforme d'Anefis, mais à présent, on parle de nouvelles inquiétudes, de situations qui sont signalées ça et là. C'est l'aménagement qui le dit, elle se dit préoccupée. Alors, est-ce que vous pensez que ces inquiétudes sont fondées? Les inquiétudes sont fondées, plus ou moins fondées, en ce sens que la plateforme s'est retirée pour la forme d'Anefis et elle se redéploie ailleurs, elle veut occuper de nouvelles positions. Elle est actuellement à l'ouest de la Guadeloupe, qui n'est pas une position initiale de la plateforme. On ne sait pas pourquoi. Le langage tenu est le suivant. Nous venons saluer nos parents, on voudrait faire la fête ici. Alors on ne comprend pas qu'on vienne saluer ses parents avec des véhicules équipés d'armes lourdes, avec des démonstrations d'exhibitionnisme, de visibilité. Alors ça inquiète. Et c'est le même langage qui a été tenu lorsque la plateforme était à Nancy. Elle a dit qu'elle venait saluer ses parents et tout d'un coup, elle a ouvert le feu sur les forces de la CMA. Les inquiétudes existent. Amberi Agrissa, vous avez parlé jusque-là de la plateforme. Pourtant, dans les communiqués de l'aménagement, vous aussi, la CMA, vous êtes cité, on parle de vous du côté de Gounam. On a vu les communiqués de l'aménagement, on l'a. Nous ne sommes pas l'antichambre de l'aménagement, comme l'a dit quelqu'un, qui dit qu'ils sont marginalisés. S'ils étaient marginalisés, ils n'allaient pas faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. On a reçu ces communiqués-là. Dans la région de Gundam, il y a un banditisme qui sévit. Et chaque fois qu'il est signalé aux positions de l'aménagement et de la CMA dégage une patrouille pour rattraper les bandits si elle peut les rattraper. Et au cours de cette patrouille, cette dernière patrouille, elle a rencontré les éléments de l'aménagement, elle leur a donné les explications. Et je pense que c'est clou. C'est des explications qui n'ont pas convaincu l'aménagement, les explications que vous avez données, selon lesquelles vous étiez en train de poursuivre des bandits? Oui, c'est des gens qui pillent les populations. Ils les pillent quand les populations signalent ces pillages, ces actes de banditisme à la CEMA, sa position la plus proche. La CEMA, quand elle a la possibilité, elle les poursuit. Elle est une fois. Alors, Firoun Maïga, nous allons à présent écouter votre réaction, vous qui êtes de la plateforme. Oui, j'ai dit au professeur, je comprends bien ce qu'il dit. C'est ce qui prouve que la CEMA, c'est l'antichambre de l'aménagement. Parce que jamais la plateforme ne peut prendre la responsabilité, après la signature depuis le 20, de mener des actions de patrouille, et même si c'est sur dénonciation des populations, pour faire à la place de l'État malien et, disons, une activité qui n'est pas la leur. Depuis le 20, nous sommes supposés rester dans nos positions. Nous sommes supposés attendre effectivement le processus tel qu'on l'a dit, la période intérimaire. On doit normalement nous confirmer, parce que toute cette histoire qu'on est en train de le dire, on a dit c'est des bandits, c'est des choses. Nous savons dans la région de Tombouctou
qu'est-ce que la SEMA a eu à créer comme problème? Tous les villages riverains, tous les jeunes gens qui ont dit que c'est des voleurs. Oui, quand ils sont des voleurs pris de l'autre côté, ils ne sont pas de la SEMA. Et pourtant, nous les avons, nous le connaissons, ils sont identifiés SEMA. On sait là où le butin part. Quand un véhicule est pris à Gundam, à chose, on sait la destination de ce véhicule. La MINUSMA sait. On a vu même des villageois qui ont été dépossédés, le thé et le sucre, ils l'ont pris ensemble à Ber, à côté de la MINUSMA. Il ne faut pas qu'on dise ça. Je pense que ça, c'est des problèmes. Aujourd'hui, qu'on ne rentre pas là. La SEMA doit rester dans ses positions. Et je pense qu'aujourd'hui, après la signature, je ne pense pas, à moins qu'on ne puisse nous dire, est-ce que la région de Kidal est une région indépendante? Si Ambéry me le confirme, je peux comprendre que la plateforme n'a pas le droit, ni l'armée malienne, à fortiori, je peux dire autre chose, de s'aventurer à aller dans des espaces qui ne sont pas. On dit d'attendre la mise en œuvre du processus. Qu'est-ce qu'on attend de ça? D'abord, il faut qu'on s'accepte, nous. D'abord, il faut qu'on s'accepte. Il faut que le professeur comprenne que dans la région de Kidal, il y a des populations qui relèvent de la plateforme. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont de la plateforme, qui ont leurs parents à Kidal. Ils ont le droit, comme la SEMA, comme ils ont des éléments aujourd'hui à Gao, à Menaka, à Tombouctou. Et pourtant, c'est des gens qui vaguent en toute impunité. Il a dit des armes. Mais il faut voir aussi le déplacement de la SEMA dans ces régions. Quelle est l'intimidation? Mais nous ne pensons pas que ça crée des conditions à dire d'un apaisement. Non. Moi, ce que je pense, je le dis encore, je pense que la SEMA doit comprendre qu'après le 20, on a signé un accord. Il y a des mesures intérimaires, comme il l'a dit, il est de la responsabilité du gouvernement et de la médiation à créer les conditions pour accélérer ce processus, y compris le travail qui est en train d'être fait, même pour ces élections, qui me surprennent. Heureusement que l'autre jour, on était le dimanche dernier, il est d'accord avec moi, que c'est des dispositions qui ne peuvent pas être prises, peut-être qu'on viendra là-dessus après, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un problème qui retarde ça, il faut regarder du côté du gouvernement. Il faut regarder du côté du gouvernement et si le gouvernement accélère, hier soir j'ai écouté au journal télévisé les deux ministres, mais j'avoue que le deuxième ministre qui a parlé m'a réconforté parce qu'il a un souci d'aller vers les populations, de créer les meilleures conditions et Kidal a besoin. Le professeur sait que Kidal a besoin d'eau, Kidal a besoin d'électricité, Kidal a besoin d'infrastructures. Et ce n'est pas la SEMA qui est dans les conditions requises de le faire. Et la SEMA ne pourra pas le faire avec mandat. C'est-à-dire le gouvernement ne donnerait jamais mandat à la SEMA d'exécuter à sa place ce qu'elle, autorité, doit faire. Et ça, c'est cette nuance-là qu'on est en train de faire. Et surtout que, bon, il y a comme on le dit, moi je suis désolé parce que si moi j'étais dans les grâces de la MINUSMA et dans les... peut-être que je me comprendrais de cette manière. Malheureusement, je dis aux professeurs, ni le gouvernement du Mali, ni la MINUSMA, tels qu'ils sont en train de le dire, parce qu'il a dit la plateforme c'est une partie. Nous savons ce qu'ils sont en train de mener. Mais je vous assure qu'ils n'ont qu'à regarder de ce côté parce qu'ils sont les mieux traités. Ibrahim Achanga. Oui, bon, moi je reviens toujours sur ce que j'ai dit. C'est malheureux. C'est malheureux que des fils de ce pays, entre nous, on continue qu'on continue vraiment à traiter ce pays de cette façon. Mais je pense que ce qui est aujourd'hui urgent, c'est que nous regardons tous dans la même direction. Et je ne veux pas revenir sur des accusations au niveau des groupes armés, mais je voudrais tout simplement lancer un appel pour que nous tous, pour qu'on se retrouve et qu'on puisse aller de l'avant pour que vraiment nous puissions faire en sorte que nous puissions construire ce pays. Et on ne peut le construire que vraiment que si on se donne la main. En se donnant la main, on va faire en sorte que aujourd'hui, que personne ne pose un acte qui va nuire ou bien qui va retarder encore vraiment le processus qui est déjà engagé. Et c'est dans cette voie que nous devrons aller. Moi, c'est vraiment le message que je voudrais apporter. André Bourgeot à Paris. Dites-nous, monsieur Bourgeot, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire en sorte quand même qu'il y ait une véritable confiance entre les parties impliquées dans tous ces processus?
Oui, bien évidemment, mais la confiance, elle passe par des pratiques. Tant qu'il y aura des pratiques telles que celles qui existent actuellement, ça ne peut pas générer de la confiance, ça ne peut générer que de la méfiance. J'étais intéressé tout à l'heure par les propos qui ont été tenus, parce que je découvre maintenant que la Sénat est investie de fonctions de police. Je n'ai pas cru lire, en tout cas dans les accords de paix, que le Sénat avait une fonction de police. Donc vous voyez, c'est encore une violation du contenu des accords de paix, et on continue comme si c'était quelque chose de normal. Alors, pour revenir à la confiance, encore une fois, si on ne crée pas les conditions de la confiance, ce sera quelque chose de perdu. Alors, pour créer les conditions de la confiance, je m'excuse de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a des décisions justes qui sont prises par la communauté internationale, les médiateurs et les autorités politiques maliennes, et puis bien sûr les belligérants. Donc, mais il y a une question que je me pose. Tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance des erreurs du passé, c'est un courage politique de reconnaître qu'on a commis des erreurs dans le passé. On peut parfaitement comprendre les erreurs, c'est pas un lapsus significatif. Donc quelque chose qui irait dans le sens pour restaurer la réconciliation entre les belligérants, mais aussi avec le peuple malien, est-ce qu'il faudrait parler dans le sens d'une sorte de pardon politique? Et ce pardon politique passe par le fait que, oui, effectivement, on a commis des erreurs, vous devez comprendre pourquoi nous avons commis des erreurs, on va avoir recours à l'histoire à partir de 1963, etc., etc. Mais tant qu'il n'y aura pas cette volonté de reconnaître les erreurs du passé, je doute fort qu'on puisse créer les conditions de la confiance. Alors, nous allons du côté de Amberi Agrissa de la CMA. Alors, Amberi Agrissa, dites-nous, que faut-il faire? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un problème de confiance. N'est-il pas venu le temps quand même que les différentes parties se fassent confiance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour instaurer cette confiance? Ça, c'est le discours éternel, la confiance. Mais sans confiance, vous pensez... Ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est le fossé, c'est la rupture de la confiance qui a amené tout ça. Il y a longtemps que la confiance est partie. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut poser des actes qui vont dans ce sens, dans le sens de la confiance, de l'instauration de la confiance? Il faut d'abord régler les problèmes qui existent avant de revenir à la confiance. Moi, je ne vais pas vous donner une claque, après je vous dis, on se fait confiance, ça s'arrête là. Non. Je crois que vous êtes en train de faire tourner le débat autour de l'accessoire au détriment de l'essentiel. L'essentiel, selon vous, c'est quoi? Moi, je pense... l'essentiel, pour moi, c'est la mise en œuvre de l'accord. Si nous sommes d'accord avec l'accord, tout le problème est là. Alors, si quelque part on fait la police soi-même alors que ce n'est pas normal, quand la situation est générale n'est plus normale, à l'intérieur on va créer beaucoup de normalité. Chacun crée sa normalité. Alors, est-ce qu'il est normal de créer aussi les milices maliennes? Il y a ça aussi. Ok. Elles font leur police. Amberi Agrissa, votre position est donc comprise. Il nous reste très peu de temps. Nous allons donc donner le mot de la fin à lui qui est ici dans ce studio, Ibrahim Achanga, qui est conseiller technique donc, au ministère de la Réconciliation nationale. Bien, merci. Moi, je pense que le grand frère Amberi, je prends entre lui et moi, je pense que nous avons travaillé ensemble il y a très longtemps. On s'est connus il y a très longtemps. Et moi, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai un problème pour dire que je n'ai pas confiance en Amberi. Et moi, j'ai toujours confiance en Amberi. Et moi, j'attends toujours quelque chose d'Amberi parce que je le connais et je sais qui il est, je connais sa valeur. Je pense que ce qui est important, c'est surtout aller dans cette direction. Ce n'est pas essayer de, comme il le dit, il a l'habitude de dire, remuer le couteau dans la plaie. Cela ne va jamais faire guérir la plaie. Mais je pense qu'il faut recenser, de repenser, de passer toutes les blessures afin que nous puissions trouver une solution juste et équitable et que nous puissions aller de l'avant.
Alors, merci Ibrahim Achanga. C'est donc tout pour cette émission. Nous vous retrouvons demain à la même heure pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Maundi. Sheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.